Élection législative 2013 au Mali, la date du 27 octobre a été proposée par le ministère en charge de l'administration territoriale pour le premier tour. Quant au second tour, il interviendra 3 semaines après. Le calendrier indicatif vient d'être soumis à l'appréciation des partis politiques. Les femmes se préparent elles aussi pour les législatives et souhaitent participer activement au processus. Les femmes du groupe Pivot étaient ce matin face à leurs sœurs, occupant ou ayant occupé des postes de prise de décision pour profiter de leurs expériences. Sport Afrobasket messieurs Abidjan 2013. Le Mali a été battu hier par le Nigeria 74-59. La deuxième sortie de nos aigles basketteurs est prévue pour demain face au Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les activités du président de la République par intérim. Djankouna Traoré a reçu ce matin en audience le représentant résident de la Banque mondiale au Mali, Ousmane Diagana. L'audience a duré une trentaine de minutes, mais rien n'a filtré de l'entretien. C'était donc ce matin une audience accordée aux représentants résidents de la Banque mondiale au Mali par le président de la République par intérim. Une audience de 30 minutes, mais rien n'a filtré de l'entretien. Autre audience, cette fois à l'Assemblée nationale. Le président par intérim de l'institution a reçu le réseau international des observateurs électoraux. Ce réseau qui a participé à la supervision de l'élection présidentielle est venu remettre à Younousi Touré son rapport sur l'élection. Reportage de Isaac Tienou. Ces observateurs sont venus rendre au président de l'Assemblée nationale le rapport de leur mission après l'élection présidentielle. Nous avons fait la lecture de toutes les institutions de la République. Toutes les institutions de la République sont mobilisées comme un seul homme pour accompagner l'organisation de cette élection jusqu'au résultat final. Et je tiens à vous dire que Mali a marqué une histoire pathétique dans l'Afrique. Et c'est un exemple à suivre. Dans notre rapport, nous avons vu les handicapés, les qui sont déplacés, les aveugles qui sont déplacés, et les personnes âgées qui sont déplacées, surtout les femmes, la mobilisation des femmes sont déplacées pour venir. Nous avons aussi fait des remarques pour les processus électoraux prochains. Si les présidents de bureaux de vote pouvaient signer les bulletins, ce serait très bien. Le Mali vient de donner un exemple à l'Afrique en matière de démocratie, selon les observateurs. Le Mali ne sera pas un gâteau à partager. Propos du nouveau président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta s'est exprimé hier face à la presse pour se présenter comme le président de tous les Maliens de la refondation et de la réconciliation nationale. IBK entend œuvrer à rassembler rapidement tous les Maliens pour faire face à la reconstruction d'un Mali respecté. Reportage de Ibrahima Traoré. Le tout nouveau président de la République a choisi son QG de campagne pour s'adresser à ses compatriotes. Ibrahim Boubacar Keïta a tenu d'abord à réitérer toute sa reconnaissance au peuple malien qui a voté dans la paix et la sérénité. Il a rendu hommage à la communauté internationale pour son soutien au Mali pendant toute la crise. Ibrahim Boubacar Keïta a adressé particulièrement un salut républicain et fraternel à son jeune frère et challenger Soumaïla Cissé. IBK se présentera ensuite comme le président de tous les Maliens, le président de la refondation et de la réconciliation nationale. Mon premier devoir dès le 4 septembre 2013 sera d'œuvrer au rassemblement de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, sans exclusive aucune, autour des idéaux de paix, de tolérance. Nous construirons une démocratie vraie, apaisée et transparente, respectueuse, où chaque citoyen, quel qu'il soit, trouvera sa place. Je serai le président de la réconciliation nationale. Cette réconciliation est nécessaire pour faire face aux exigences légitimes de notre peuple. Reconstruction d'un État de droit, redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social
pour que toutes les Maliennes et tous les Maliens profitent de progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Ibrahim Boubacar Keïta mesure l'énorme espoir et les grandes attentes de ses concitoyens. C'est pourquoi il s'est engagé à servir rien que le Mali. La fermeté, selon lui, sera un passage obligé pour faire face aux défis de l'heure. Ibeka insistera que son régime ne sera pas celui d'un partage de gâteaux. Désormais, seul le mérite sera récompensé. C'est une ère nouvelle qui s'ouvre, pleine de promesses et de défis. C'est l'ère d'un Mali nouveau, qui retrouvera toute sa place dans le concert des nations. Un Mali souverain et respecté, au dehors comme au dedans. Je serai le président d'un Mali bâti et fier, Inch'Allah. L'heure du changement semble donc sonner au Mali. Le nouveau président donne ainsi le signal avec à la clé tolérance zéro pour l'injustice et l'impunité. Ces messages de félicitations au président Ibrahim Boubacar Keïta, le Parti pour la solidarité et le progrès PSP, l'UNTM, le SNEC, le mouvement Koutchala en avant Mouka, la coordination des associations des jeunes de la région de Tombouctou à Bamako, la coalition des associations de demandeurs d'emploi du Mali, l'association des diplômés, initiateurs et demandeurs d'emploi, le Conseil national des ordres professionnels du Mali, l'Union des femmes du Mali pour les droits et la dignité Mousso Benkan, le mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, la Fédération des réseaux de femmes africaines pour la paix, la coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères, l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'Association des jeunes géographes pour le développement local, l'Association malienne des droits de l'homme, l'Union pour le développement du Mali, UDM, le collectif des groupements intervenant dans l'assainissement au Mali, le syndicat des travailleurs de la Sotelma Malitel et la Confédération malienne de travail, CMT. Tous félicitent vivement Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante élection comme président de la République du Mali. L'élection présidentielle est terminée, l'heure est aux préparatifs des législatives. À ce propos, le ministère en charge de l'administration territoriale vient de soumettre aux partis politiques un calendrier indicatif pour les dites élections. La date retenue est le 27 octobre pour le premier tour et 3 semaines après pour le second tour. Ce calendrier était au centre de la traditionnelle rencontre entre les départements et les partis politiques. Quels sont leurs avis sur le sujet? La réponse dans ce reportage de Bourama Traoré. Après l'élection présidentielle réussie et unanimement saluée par les observateurs, un autre défi pointe à l'horizon, celui de la bonne organisation des élections législatives. Sur le sujet, le ministre en charge de l'administration territoriale rencontre les acteurs politiques. Il s'agit de débattre du calendrier proposé par le département de tutelle pour la tenue de ces élections de proximité. Ce que nous vous proposons s'inscrit à peu près de la façon suivante, c'est-à-dire un premier tour des élections législatives et fin octobre. Nous nous projetons exactement sur la date du 27 octobre avec la possibilité de faire 3 semaines plus tard le deuxième tour des élections législatives dans les localités où un deuxième tour va s'imposer. En voulant organiser rapidement les élections législatives, le gouvernement du Mali veut tourner définitivement la page de la crise institutionnelle. C'est ce qu'a expliqué le ministre Moussa Senko Koulibaly. Mais sur le calendrier proposé, les avis des représentants des partis politiques divergent. Une des grandes observations émises par l'URD, c'est qu'il faut obligatoirement tenir compte de la situation sécuritaire de ce pays. Il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos populations qui sont réfugiées à l'extérieur. Et je crois, en tant que secrétaire politique, je ne peux pas conseiller à mon parti d'aller aux élections dans ce cadre-là. D'accord si les conditions sont réunies, car il y a des problèmes qui ont été soulignés et on a dénombré, comme vous le savez aussi bien que moi, que 400 000 personnes
ont fait des bulletins nuls, que beaucoup de milliers de Maliens n'ont pas encore obtenu leur carte NINA et qu'il y a des électeurs qui n'ont pas été inscrits. Et nous croyons que si ces difficultés ont pu être corrigées, et nous croyons que l'administration est en pied d'eux pour les corriger, que c'est tenable. Tenable à condition que chaque acteur joue véritablement le jeu. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, on travaille déjà à corriger les irrégularités et les insuffisances constatées lors de la présidentielle. Car ici, on est convaincu que l'organisation des élections est un processus en constante amélioration. Ça veut dire que nous tenons tous à ce que l'outil que nous avons façonné depuis des années, l'outil électoral, que nous tenons tous à l'améliorer. Et je pense que le ministère s'inscrit parfaitement dans cette logique. La DGE, la CENI. Essayons de nous assurer qu'à tout moment, le processus est suffisamment juste, le processus est suffisamment transparent, le processus est suffisamment équilibré pour permettre des élections libres, pour permettre de respecter la volonté des citoyens maliens. Pour moi, c'est ça le plus important. Le ministre Koulibaly de conclure par cette assurance. Le département de l'administration territoriale, dit-il, reste attentif à toutes les propositions visant à améliorer le processus électoral au Mali. Nous nous intéressons à présent à la circulation des armes légères, un sujet qui préoccupe les autorités du pays. Une vingtaine de femmes étaient réunies ce matin autour de la question. C'était au secrétariat général de la présidence. Il s'agissait pour les initiateurs de donner plus d'informations aux femmes leaders sur la problématique de la circulation des armes légères. Alpha Maïga. Au Mali, la circulation des armes légères constitue un problème qui retient l'attention à plusieurs niveaux. Pour lutter contre le phénomène, chacun doit jouer sa partition. Les femmes qui sont la base de la cellule familiale l'ont bien compris. D'où l'initiative de la trentaine de femmes leaders de se retrouver autour du sujet. C'est pour mettre l'accent sur le rôle que la femme doit jouer en tant que maîtresse de la cellule familiale, base de la cellule familiale, sur l'éducation des enfants d'abord, contre la violence armée, l'éducation des enfants pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils ne soient pas dans le circuit de la violence. Il faut rappeler que le Mali était récemment confronté à des mouvements de rebelles et de djihadistes au nord du pays. Ceux-ci ont renforcé leur mode d'action pour ce qui concerne par exemple les mines sur les axes routiers ou à proximité des localités qu'ils avaient occupées. Ce qui fait que la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères reste confrontée à un sérieux problème d'identification des armes. Il faut que les armes soient marquées, qu'au niveau de la Commission nationale, selon la Convention, nous devons savoir quelles sont les armes qui sont détenues au niveau de l'armée de terre, quelles sont les armes qui sont détenues au niveau du stock du ministère des Finances concernant les douaniers. Quel est le niveau de stock au niveau de la gendarmerie? Le secrétaire général de la présidence, Ousmane Sy, au nom du président de la République par intérim, a insisté sur quelques points. Le premier point, pour moi, c'est l'ampleur que prend aujourd'hui dans le monde et dans notre pays ces questions de prolifération d'armes légères de petit calibre. Deuxième point que je voudrais apporter, les conséquences que cela a sur notre sécurité individuelle et collective. Après les femmes leaders, d'autres couches sont concernées dans les jours à venir. Nous restons avec les femmes leaders du pays. Elles étaient ce matin face à plusieurs femmes ministres et députées autour de la plateforme de veille des femmes. La journée a été mise à profit pour mieux connaître les actions de la plateforme et pour proposer des stratégies pour l'émergence politique des femmes. Aloussene Touré. Espace de rencontre et de veille démocratique, la plateforme des femmes pour les élections sans violence et équitable est créée depuis le 15 juillet 2013 et a à son actif plusieurs réalisations. Des résultats considérables ont été engagés. Je veux citer ici le recueil des engagements des candidats aux élections présidentielles. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que la plateforme de veille des femmes a eu l'honneur et le privilège de recevoir des candidats à l'élection présidentielle. Il faut également noter l'organisation des exposés sur les thématiques telles que les facteurs qui entravent l'émergence politique des femmes,
Qu'est-ce que les femmes ont à gagner ou à perdre dans une élection? L'exercice de ce jour consiste à mettre en synergie les réflexions des femmes ministres parlementaires et les femmes leaders. Des contributions qui devront permettre d'identifier des voies et moyens en vue d'encourager l'émergence politique des femmes. La rencontre de ce matin nous réunit autour d'un échange de vues entre vous, les femmes ayant occupé ou occupant des postes de prise de décision, avec les femmes leaders, dans le but de tirer un profit de vos riches expériences. Le groupe pivot droit et citoyenneté de la femme demeure convaincu que cet entretien profitera davantage à l'atteinte des objectifs assignés de la plateforme. La participation de la femme malienne dans la vie publique est cependant moins élogieuse à en croire les intervenants. Comment comprendre? Comment expliquer que les femmes ne représentent que 10% des membres du gouvernement, 10% des députés, 11% des ambassadeurs, 8% dans le Haut Conseil de collectivité, 14% des conseillers techniques et 13% dans l'administration centrale. Il faut donc agir et les conclusions de cette journée de réflexion guideront cette démarche impérative. Retour sur la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta. La jeunesse de la coalition IBK Mali d'abord a profité de sa rencontre avec la presse pour remercier les Maliens pour leur vote massif et pour mobiliser la troupe à la veille des échéances futures. Le président de la jeunesse RPM, Moussa Tembine, est au micro de Mamouro Sidibé. La jeunesse de la coalition IBK Mali d'abord tient à exprimer toute sa fierté à l'endroit du peuple malien pour sa participation massive, responsable et patriotique à l'élection du président de la République. Notre peuple, notre jeunesse, nos femmes ont démontré la maturité et la grande sagesse de notre nation lors de ces journées où les pronostics les plus optimistes croyaient à peine à notre réussite. Aujourd'hui, notre peuple s'apprête à se remettre au travail sous la direction de cet homme d'honneur qui n'a que Dieu, le Mali et sa conscience comme seul tableau de bord. Nous devons nous donner la main car le plus dur reste à faire, celui de réaliser son programme qui est aussi le souhait de nos compatriotes, à savoir un Mali apaisé, un Mali réconcilié, un Mali juste et prospère, un Mali respecté. Quittons la politique pour l'agriculture pour les 5 ans à venir. La CMDT envisage d'atteindre 800 000 tonnes de coton-graines et 3 millions de tonnes de céréales. Un programme ambitieux dont la mise en œuvre demande la sensibilisation des producteurs. Déjà, cette année, les indices sont bons. Dans les 4 filiales de la CMDT, l'on espère un rendement de plus d'1 tonne à l'hectare, ce qui devrait permettre à la CMDT d'atteindre les 500 000 tonnes de coton. Mohamed Diarra et Amadou Diawara était de la tournée d'une mission de la CMDT. Le reportage. Cette tournée de la CMDT et de l'Union nationale des producteurs de coton du Mali a permis des échanges francs avec les différentes parties. Ensemble, les 3 structures ont levé les équivoques sur certains points que les premiers responsables des producteurs qualifient d'incompréhension. Le protocole est très clair, le protocole est très clair entre les producteurs et l'encadrement et le gouvernement. Et je pense qu'en tant que premier responsable des producteurs, on a expliqué, ils ont compris. Je pourrais dire au gouvernement et l'ensemble du pays, ça veut dire que la gouvernance sera une bonne gouvernance. Et je pense que l'autosuffisance sera assurée pour les Maliens. Koutchala, situé dans la filiale nord-est de la CMDT, a constitué la dernière étape de la tournée. Ici, l'installation tardive des produits dans bon nombre de localités n'a pas permis aux producteurs d'atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés. On n'a pas pu réaliser effectivement le plan de campagne. Pour le coton, aujourd'hui, on est à 90%. Mais pour les céréales, Dieu merci, on a pu faire les 100%. Voilà, donc on a ce niveau. Aujourd'hui, l'accent est mis sur l'entretien. La fertilisation est terminée. Maintenant, le message qu'on est en train de donner, le message fort pour le coton, c'est le traitement insecticide. Malgré cette situation, dans l'ensemble, le plan agricole de la CMDT a été réalisé à hauteur de souhait. Aujourd'hui, les producteurs et puis la CMDT, dans le cadre de notre interprofession, nous sommes justement mobilisés autour de ce programme. Cette première campagne nous permet d'espérer
Et je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire par rapport à la réalisation de ce programme stratégique qui, comme vous l'avez dit, va permettre de notre pays à 800 000 tonnes de coton grain et 3 millions de tonnes de céréales, avec tous les effets induits positifs qu'on peut compter sur 800 000 tonnes de coton grain dans tous les domaines de l'économie locale ou de l'économie de notre pays, et surtout la production céréalière qui va conforter l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Les premières récoltes sont donc prévues début octobre. Et déjà, la CMDT est en discussion avec les banques pour payer les producteurs au mois d'octobre. Les discussions avec les banques pour mobiliser le plus tôt possible un crédit de campagne et commencer à payer les producteurs à partir du mois d'octobre. Les opérations d'entretien des pistes rurales, la révision de nos unités industrielles, le parc de transport, les usines de grainage, je pense que toutes les dispositions sont en cours aujourd'hui et nous allons améliorer, nous comptons améliorer plus que la campagne 2012-2013 qui nous a vu dans une très bonne performance industrielle, et je pense que la campagne 2013-2014 sera meilleure à 2012-2013. À la lumière des constats faits sur le terrain, on peut dire qu'il y a plus de peur que de mal. La campagne agricole 2013-2014 est belle et bien prometteuse. Reste à souhaiter que les pluies continuent de tomber jusqu'en octobre. C'est en tout cas ce qu'espèrent les spécialistes. Un espoir naturellement partagé par les producteurs. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, WaterAid et ses partenaires s'engagent à inciter les décideurs politiques et les chefs d'État à respecter leur engagement en la matière. Ils l'ont fait savoir ce matin au centre Awa Keita à travers le lancement d'une pétition pour faire des questions d'eau et d'assainissement une priorité. Reportage de Abdraman Maïga. Obtenir 50 000 signatures pour en faire un outil de plaidoyer à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain, voilà l'ambition que s'est fixée la société civile malienne à travers ce lancement de la pétition pour la priorisation des questions eau et assainissement dans l'agenda post-2015. L'eau et l'assainissement sont des apports clés pour l'industrialisation du pays. La création d'emplois, la sécurité alimentaire, la réduction des maladies, l'éducation pour tous, le renforcement des ressources humaines, la réduction de la marginalisation. Malgré leur importance, les secteurs de l'eau et de l'assainissement rencontrent des obstacles dans leur mise en œuvre. Pour preuve, à 2 ans de la fin des objectifs du millénaire pour le développement, plus de 2,5 milliards de personnes dans ce monde n'ont pas encore accès à des toilettes décentes. Et pire, une personne sur 10 n'a pas accès à l'eau potable. Au-delà de l'approvisionnement ou de l'accès à l'eau potable, il y a encore les questions d'inclusion, les questions d'équité, les questions de durabilité, les questions de qualité qui restent posées. Pour la société civile du Mali, c'est une occasion d'affirmer le rôle central de l'eau et l'assainissement dans le développement humain durable et respectueuse de la dignité des hommes et des femmes. Avec ces 50 000 signatures, les acteurs de la société civile invitent les décideurs au respect des engagements pris en faveur des secteurs de l'eau et de l'assainissement. Le CICB abrite depuis ce matin une rencontre des membres de l'Association des municipalités du Mali. Ils échangent sur le guide démarche débat communal, un guide qui a pour objectif principal d'asseoir une paix durable dans les zones affectées par la crise. Fademba Keita. Pour l'Association des municipalités du Mali, la collectivité est une institution démocratique qui doit confirmer son rôle de garant de la cohésion sociale. L'objectif de ce débat communal, comme je dis, c'est d'amener tous les acteurs à réfléchir ensemble, à mettre sur la table ce qu'ils ont dans le cœur et dans l'esprit pour qu'on se parle et qu'on touche du doigt tous les problèmes pour bâtir une situation de paix véritable. Que quelqu'un ne dise pas « Ah, je n'ai pas été consulté ». Ce partage en commun des éléments essentiels du débat communal est l'ambition des associations de pouvoirs locaux, de la Direction générale des collectivités territoriales, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande. Cette rencontre porte sur la restitution de ce guide du débat communal pour que les membres des différentes associations de pouvoirs locaux comprennent qu'est-ce que le débat communal, afin que les membres de ces associations s'approprient cette démarche et surtout qu'elles aillent expliquer, restituer aux populations. Durant ces 2 jours de rencontre, les participants ambitionnent de favoriser et d'encourager le dialogue et la compréhension mutuelle entre les habitants. Ils entendent également analyser les causes profondes de la crise sociopolitique et sécuritaire du Mali.
Cette rencontre de partage de guides sur le débat communal est la suite logique du forum intitulé « Décentralisation immédiate et intégrale pour la sortie de crise au Mali » tenu en novembre 2012. Il était initié par les associations des pouvoirs locaux. La police nationale a un nouveau syndicat dénommé Renouveau de la section syndicale de la police nationale et affilié à l'UNTM. Le syndicat se fixe entre autres comme priorité la dotation de la police d'un statut particulier. Les membres du syndicat étaient face à la presse ce matin. Le compte-rendu du point de presse avec Adama Kodjo. Le bureau est pour le moment une division de la section nationale de la police dans le district de Bamako. Comme tout mouvement syndical, les membres de cette structure entendent œuvrer pour améliorer les conditions de vie et de travail des adhérents. Appuyer les plus hautes autorités pour procéder à la relecture du statut particulier des fonctionnaires de la police malienne. Nous voulons tout faire vraiment pour apporter ce changement-là. La deuxième priorité, c'est autre chose que d'aller vers cette unicité syndicale-là. Nous voulons créer au sein de la police malienne un seul syndicat. La nouvelle section syndicale de la police est affiliée au syndicat national des travailleurs de l'administration d'État et à l'UNTM. La cérémonie d'affiliation s'est déroulée en juillet dernier à Bamako. Nous avons besoin d'une police efficiente, capable d'alerter précocement les pouvoirs publics. Cette police doit être accompagnée, elle doit être bien instruite, elle doit être bien équipée au cœur des dernières évolutions scientifiques et techniques. Pour défendre et promouvoir efficacement les intérêts de la police, les responsables du bureau comptent procéder dans les jours à venir à l'élargissement de leur structure à l'intérieur du pays. Études supérieures à présent, 3 étudiants maliens de l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme ont présenté aujourd'hui leurs travaux d'aménagement du quartier sans fil à un jury. Les étudiants participent ainsi à un concours organisé par l'association urbaniste Sans Frontières avec le soutien de l'UNESCO. Reportage de Boubacar Sissoko. La restructuration d'un bidonville et l'adaptation au changement climatique, c'est le sujet qui met en compétition les étudiants architectes de 39 pays à travers le monde. À cet effet, 3 étudiants de l'école supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme de Bamako prennent part à ce concours. Leur projet d'aménagement porte sur le quartier sans fil de Bamako. Les résultats des travaux ont été présentés au jury ce matin. Le choix du quartier TSF, parce que pour nous, TSF, c'était déjà un quartier dont nos étudiants première, deuxième et troisième année ont travaillé pour pouvoir dégager ce qu'on appelle les problématiques liées à ces quartiers spontanés. Ça nous a permis de créer des liens avec ses habitants et l'administration qui s'occupe de ce quartier. Donc on avait plus de facilité dans le contexte de documentation et puisqu'on connaissait le lieu aussi. C'est déjà de toucher du doigt un problème réel de nos villes et aussi de pouvoir s'imprégner dans la communication et dans la recherche dans une réalité donnée par rapport à un travail d'architecte ou à un travail d'urbaniste. Le lauréat du Mali présentera son projet à Paris en décembre prochain devant un jury international. Si son projet est retenu, l'ONG Urbaniste Sans Frontières aidera à réaliser l'aménagement du quartier sans fil de Bamako. Bonne chance aux étudiants. Santé en 4e région, l'hôpital Nianakoro Famba de Ségou vient de bénéficier d'un bloc de transfusion sanguine et d'un important lot de matériel et équipements médicaux. Cette action est l'œuvre d'une ONG américaine en partenariat avec le projet Village du Millénaire et le Centre national de transfusion sanguine de Ségou. La correspondance de Fousséni Samaki. Un ouf de soulagement pour les patients de l'hôpital Nianakoro Famba de Ségou. En effet, ce centre hospitalier vient de bénéficier d'un bloc de transfusion sanguine. Ce joyau architectural comprend une salle d'attente, une salle de consultation, une salle de prélèvement, une chambre froide, un magasin, une toilette accompagnée d'une centaine de matelas et autres accessoires. Ce matériel offert par l'ONG américaine Physicians for Peace à travers le projet Village du Millénaire va certainement améliorer les prestations de l'hôpital et les conditions sanitaires de nos populations. Il faut cependant noter la baisse considérable des poches collectées de 2012 en 2013
Cela interpelle chacun d'entre nous et fait appel à notre cœur pour voler au secours de nos concitoyens se trouvant entre la vie et trépas. Les raisons évoquées face à ce constat tiennent d'une part à nos capacités de production et de stockage du sang et des produits sanguins qui se voient ici renforcés, mais aussi à la rareté du don bénévole de sang. En coupant les rubans symboliques, le gouverneur de la région a invité les populations secoviennes à accompagner ces centres de transfusion sanguine. J'en appelle à l'engagement de la société civile, des religieux et des associations de donneurs bénévoles de sang pour une mobilisation plus active et une fidélisation plus accrue des donneurs. En guise de test, les gendarmes de Ségou ont fait un don de sang à ces nouveaux blocs pour sauver des vies humaines. Rendons-nous en 8e région. Dans quelques jours, la ville de Kidal sera fournie en eau potable. La bonne nouvelle vient de la SOMAGEP et du CICR. Et pour voir comment les travaux se déroulent, les autorités régionales se sont rendues au niveau de toutes les unités de traitement d'eau potable de Kidal. Reportage de Thieboko Sagara. Cette visite a concerné la station de pompage dont les tuyaux vont jusqu'à 59 mètres en profondeur. Le groupe électrogène de 45 kVA qui alimente la station de pompage, le système de traitement d'eau avec sa capacité de 20 mètres cubes à l'heure, le château d'eau dont le volume est de 500 mètres cubes et le laboratoire de traitement. Toutes ces unités rencontrent aujourd'hui des difficultés énormes. C'est pourquoi la SOMAGEP et le CICR sont à pied d'œuvre pour fournir l'eau potable à toute la population de Kidal dans un bref délai. Kidal, on a trouvé que la centrale ne tourne même pas une minute sur 24 heures. Donc on est obligé d'avoir des générateurs sur tous les sites sur lesquels on est en train de travailler. Pour renforcer l'existant et donner plus d'espoir à la population de Kidal, le CICR compte apporter son poids dans la balance. Nous allons faire notre possible en collaboration avec les services de l'État, la SOMAGEP en particulier. Et nous avons déjà entrepris, c'est le soufflage et le développement de certains forages les plus productifs, l'achat des pompes qui sont déjà à Kidal, l'achat des générateurs qui est en cours au niveau de Bamako qui vont arriver très bientôt, et aussi l'achat des pompes dosées pour le traitement de l'eau. Ça, c'est des actions qui sont en cours aujourd'hui. À Kidal, sur les 10 forages existants, la SOMAGEP compte mettre en marche les 6 pour fournir l'eau potable dans un rayon de 17 km. Nous avons espoir que d'ici 72 heures, que nous aurons l'eau potable dans la ville de Kidal. Un mètre cube d'eau à Kidal aujourd'hui coûte 750 francs à 1000 francs. Donc alors qu'avec la fourniture de l'eau, même quand le DEN faisait payer, c'était à 113 francs. Donc vous voyez la différence. Et puis la disponibilité de l'eau. Donc s'il n'y a pas d'eau, vraiment il n'y a pas de vie. Donc vraiment c'est la satisfaction entière, elle est aussi justifiée. Avec la fourniture d'eau potable et le retour effectif des services techniques, Kidal retrouve son visage d'antan. Sport afro-basket masculin en Côte d'Ivoire. Le Mali a raté sa première sortie hier devant le Nigeria 59-74. Écoutons le capitaine des Aigles basketteurs, Modibo Niakate, qui manifeste sa colère pour la non-qualification des 2 joueurs maliens, Adama Waigalo et Mamadou Diakité. Il est au micro de nos envoyés spéciaux, Mbarakou Maïga et Koji Sibi. On n'a pas été mauvais. Après, sur la longue, il nous a manqué un peu d'énergie et d'efficacité. Mais je pense que le fait qu'on perde Mahmoud et Adama, du fait qu'ils ne soient pas qualifiés, ça nous a fait mal. Ça nous a fait très mal. Parce que c'était 2 joueurs majeurs quand même. Et contre le Nigeria, on a besoin de tout le monde. Et ça, c'était deux joueurs physiques de qualité qu'on avait besoin sur le terrain. Et là, avec le Nigeria, on sait très bien qu'eux, ils épuisent. Et on avait besoin de tout le monde. Mais sinon, je pense qu'on est resté concentré dans le match jusqu'au bout. Et on a donné tout ce qu'il fallait. Justement, ça a été une débauche d'énergie. Sauf qu'on craint que ça ne laisse des traces contre le Cameroun. C'est un match aussi important. Bon, il nous reste, de toute façon, demain, on a un jour de repos. Après, on est tous humains, on va prendre ce jour avec efficacité. On va faire une séance de shoot sans trop se fatiguer pour pouvoir revenir avec cette énergie qu'on avait aujourd'hui.
À l'instant, le capitaine des Aigles basketteurs, Modibo Niakate. Alors, le jour de repos, c'était aujourd'hui. Notez que demain, le Mali joue à partir de 20h contre le Cameroun. Un match que vous pourrez suivre sur TM2 juste après le journal de 19h30. Bonne chance aux Aigles basketteurs pour leur deuxième sortie. Ce sera, je vous le rappelle, demain vendredi à 20h. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Demain, dans la mi-journée, retrouvez Amara Malé-Diallo et le soir, vous serez avec Aoui Touré. Merci de visiter notre site web. Bonne soirée à tous sur l'ORTM.